Bonjour à tous ou rebonjour à tous pour ceux qui nous ont suivis depuis ce matin. Donc, dans le cadre de cette journée ascenseur et mobilité sociale, on va entamer notre 4e atelier après avoir traité du sujet de l'internationalisation, des soft skills, de l'engagement humain dans les transformations des organisations. On va laisser la parole à nos intervenants du Crédit Agricole pour traiter cette fois-ci de la thématique de l'égalité professionnelle homme-femme comme facteur de diversité des genres et de performance pour les organisations et les entreprises. Donc, je vais laisser la parole alors c'est Agnès, c'est ça, et Didier Estep du Crédit Agricole pour le déroulé de cette présentation. Donc, une première séquence de présentation, et puis après, on va interagir avec le chat. On vous invite à poser des questions par écrit si, au fil de l'intervention, et on les captera ensuite pour alimenter le débat et les échanges. Ok, merci Yannick. Bonjour à toutes et à tous. Alors au départ, ce que j'ai voulu déjà, c'est remettre un peu dans le contexte le sujet de la diversité et de l'inclusion dans le monde de l'entreprise, puisque bien évidemment, quand on parle d'égalité professionnelle, alors je regarde, ça marche pas. Ah, non. Petit problème technique, on revient vers vous tout de suite. Alors, oui, donc je disais, le sujet de la diversité et de l'inclusion est un sujet qui concerne l'ensemble des entreprises et qui repose sur plusieurs piliers. C'est d'abord des piliers qui concernent à la fois l'égalité entre les seniors et les plus jeunes. C'est le sujet également qui concerne l'égalité des femmes et des hommes. C'est également le sujet du handicap. Et puis, c'est également tout le sujet autour de la diversité des genres. Je pense notamment à toute la thématique autour de LGBT. Alors, la diversité, c'est en fait ce qu'on considère comme étant finalement les faits, ce que l'on peut constater, les caractéristiques de chacune des populations. L'inclusion, c'est plutôt les choix que peuvent faire les entreprises, le chef d'entreprise. Comment peut-il capitaliser et optimiser sur ces diversités pour créer de la valeur au sein de son entreprise? Et puis ensuite, en termes comportementaux, il y a comment porter au sein de l'entreprise une culture dite culture inclusive qui vise à associer l'ensemble des acteurs et les différentes parties prenantes, je dirais, de ces sujets de diversité. Alors, la diversité et l'inclusion, c'est à la fois des sujets qui sont des sujets réglementaires, c'est aussi des sujets qui sont… c'est à la fois des sujets réglementaires, un certain nombre d'obligations légales, ce sont également bien évidemment des sujets humains. L'égalité de tous, ça fait partie, je dirais, de nos règles au niveau républicain. Et puis, c'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, un sujet de performance et un sujet de croissance. Et dans beaucoup d'entreprises, le sujet de la diversité et notamment de l'égalité professionnelle des femmes et des hommes, c'est avant tout un sujet qui est un sujet de performance. C'est à la fois de pouvoir soutenir des ambitions de croissance, c'est aussi de pouvoir créer une différenciation en termes de compétitivité, c'est de construire des viviers de talents. Alors, quand je dis construire des viviers de talents, c'est à la fois de trouver les meilleurs talents, mais c'est aussi de garder au sein de l'entreprise les meilleurs talents et éviter qu'ils quittent l'entreprise. Et puis enfin, c'est un sujet qui concerne l'engagement, le bien-être des collaborateurs, la qualité de vie au sein de l'entreprise, et puis la prise en compte également de rythmes de vie qui sont différents entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise. Et donc, c'est d'accepter, je dirais, que le couple vie personnelle, vie professionnelle puisse se marier au mieux dans l'entreprise. Alors, si je voulais l'illustrer, je pourrais vous donner une forme de synthèse qui est celle-ci. Vous le voyez sur la planche. Aujourd'hui, 60 à 70% des diplômés sont des femmes. Alors ça, c'est un chiffre qui est un chiffre au niveau mondial. C'est global. Mais donc, on a plus dans les diplômés en études supérieures, on a plus de femmes. 83% des personnes en situation de handicap ont ce handicap dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc,
On a beaucoup d'entreprises où les travailleurs en situation de handicap sont des personnes handicapées invisibles. Si elles ne disent pas qu'elles ont cette situation de handicap, ça ne se voit pas. On a également donc le sujet de la mixité. Vous avez peut-être vu récemment l'enquête qui est sortie pour La Réunion, l'enquête de l'INSEE. À La Réunion, les femmes sont en moyenne payées 11,6% moins que les hommes. Et pour autant, dans l'enseignement supérieur, il y a plus de femmes diplômées que d'hommes. Le delta est de 4,3%. Les femmes ont un taux de chômage qui est plus important que les hommes à La Réunion. Il y a un écart d'à peu près 10 points sur le taux de chômage. Et puis, les femmes sont également beaucoup plus enclins au travail à temps partiel, de l'ordre de 15%. Ça veut dire que si on résume un peu la situation à La Réunion, on se dit, si j'ai pas beaucoup de chance, j'aurai pas de boulot. Si j'ai un peu plus de chance, j'aurai du boulot en tant que femme, mais il y a de grandes chances que j'ai du temps partiel. Et si je touche le nirvana, ça veut dire que j'aurai un boulot à temps plein, mais par contre que je serai payé 11% moins cher qu'un homme qui exerce la même activité. Donc on voit bien que ce n'est pas tenable en termes de situation, à la fois dans la dimension humaine, sociétale. Ce n'est pas tenable non plus parce que dès lors que l'on dit que les femmes sont, on a plus de femmes diplômées que d'hommes, eh bien si demain pour développer l'entreprise, on veut recruter des talents, si on veut pouvoir garder des femmes talentueuses dans les entreprises, il faut qu'on prenne en compte ce sujet de la mixité. Alors, il y a une entreprise qui est engagée depuis très très longtemps sur ce sujet, et pas dans une dimension qui est sociétale, mais qui est dans une dimension purement économique. C'est Sodexo. Alors là, je vous donne des chiffres qui sont publics. Sodexo, pour mémoire, ils sont présents dans 70 pays. C'est à peu près 450 000 salariés. Et le sujet que traite Sodexo à travers la mixité, c'est de faire de la mixité un sujet de performance. Ça veut dire que tous les ans, Sodexo compare la performance de leurs unités, de leurs directions, entre les directions qui ont un équilibre au minimum 40-60 entre les deux genres, hommes-femmes, alors que ce soit 60% d'hommes, 40% de femmes, ou 40% d'hommes et 60% de femmes, et les autres directions sur lesquelles il y a un genre, que ce soit homme ou femme, qui est sous-représenté, donc inférieur à 40%. Le constat qui est fait est relativement simple et il est pérenne dans le temps depuis des années, c'est que dans les entités où il y a un équilibre 40-60, eh bien les marges opérationnelles sont plus importantes de 8 points, la fidélisation des collaborateurs est plus importante de 8 points, la fidélisation des clients de 9 points. En termes de sécurité, donc tout ce qui concerne les accidents du travail, c'est 12 points d'écart. Et quand on mesure l'engagement des collaborateurs, c'est 14 points d'écart. Donc on voit bien que ce sujet de la mixité, ce n'est pas un sujet de mode, ce n'est pas uniquement un sujet réglementaire, ce n'est pas un sujet républicain, c'est aussi un sujet de performance pour l'entreprise. Et ce que Sodexo démontre là, bien d'autres études au niveau national ou au niveau mondial ont démontré exactement les mêmes conclusions. Alors une fois qu'on s'est dit ça, finalement, comment on aborde le sujet? Pour ce qui concerne le Crédit Agricole, alors bien évidemment, toutes les structures d'entreprise ne peuvent pas s'adapter de la même façon. Le Crédit Agricole à La Réunion, c'est à peu près 900 salariés, donc avec une équipe RH. Agnès est adjointe de cette direction RH. Et bien évidemment, selon la taille d'entreprise, tout le monde ne répond pas aux mêmes obligations réglementaires et n'a pas nécessairement la capacité de faire la même chose. Mais ce que je souhaitais partager avec vous quand même, c'est quelques initiatives ou points d'attention. Si on veut suivre cet équilibre entre la mixité entre les femmes et les hommes, quelques axes de travail que nous avons eus. Le premier, c'est que dans le cadre du dialogue social, il faut pouvoir mettre en place un accord au sein de l'entreprise avec les partenaires sociaux sur l'égalité professionnelle, sur la prise en compte de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le deuxième élément qu'on a voulu prendre en compte, c'est comment, dans des phases de recrutement, je donne la chance de manière systématique
tant aux hommes qu'aux femmes. Pourquoi je dis ça? Pardonnez-moi, messieurs, mais quand on ouvre un poste dans une entreprise, et là encore, c'est quelque chose qui est montré et démontré, un homme traditionnellement postule dès lors qu'il constate qu'il a peu ou prou 80 à 85% des compétences attendues pour le poste. Une femme postule si elle estime qu'elle a 120 à 130% des compétences requises pour le poste. Ça veut donc dire qu'en termes d'affirmation de soi, il faut que dans le cadre des recrutements, on puisse aller chercher des femmes qui n'ont pas nécessairement le courage ou l'environnement qui leur permet de postuler. Donc, un point d'attention sur la dimension qui est la dimension de recrutement. Il faut également prendre en compte la vie dans l'entreprise, c'est-à-dire quelle est la gestion des carrières différenciée entre les hommes et les femmes, quel est le canevas des promotions, et puis d'accepter également que la respiration, les parcours professionnels des hommes et des femmes peuvent être différents, ne serait-ce que parce que très souvent, eh bien, les femmes connaissent des interruptions dans leur parcours professionnel à travers les grossesses ou à travers la prise en charge des enfants. Et donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte aussi de ces temps de respiration différents entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Enfin, il y a la partie formation. Dans une entreprise, est-ce que les femmes et les hommes ont de la même façon accès à la formation? Est-ce qu'elles font autant que les hommes des demandes pour accéder à ces formations? Et puis, il y a aussi des formations qui peuvent être un peu plus spécifiques. J'évoquais tout à l'heure la dimension de l'affirmation de soi, de la rassurance, de donner envie aux femmes de s'engager. Eh bien, là aussi, il peut y avoir des formations spécifiques qu'il faut pouvoir traiter. Enfin, dans l'entreprise, dans la dimension qui est celle des équilibres entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses qu'on peut proposer. C'est l'employeur qui peut le proposer, mais c'est aussi une forme de solidarité entre les salariés qui peut permettre une meilleure prise en compte de cette gestion entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis, ça rejoint la dimension qui est la dimension des conditions de travail. Et puis, je crois que sur ce sujet, qui est le sujet de l'égalité professionnelle, il y a beaucoup d'experts, et puis il y a aucun expert. C'est un sujet qui est très humain, donc ça veut dire qu'il faut être très à l'écoute et il faut être très dans le partage. Et donc la volonté que nous avons eue, nous, au Crédit Agricole, c'est d'essayer de travailler ensemble, de créer un collectif. Et tout à l'heure, je vous dirai quelques mots d'une association qu'on a créée avec une quarantaine d'entreprises réunionnaises, justement pour travailler ensemble sur ces sujets de l'égalité professionnelle. Alors, si on essaye de regarder finalement, est-ce que ça va avancer? Non. Quelques éléments moteurs pour ce qui concerne le crédit agricole. Pourquoi signer notamment un accord? Ça fait plusieurs années déjà qu'on a un accord sur l'égalité professionnelle. C'est à la fois pour mettre une dynamique en place au sein de l'entreprise et que cette dynamique, elle puisse s'inscrire pendant toute la durée de la carrière des collaboratrices et des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et puis, c'est aussi d'être un peu imaginatif, d'être innovant pour aller chercher des solutions qui sont un peu différentes et qui puissent permettre plus facilement, tant pour les femmes que pour les hommes, de bénéficier d'appui. Je voudrais également préciser qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant dans ce genre de démarche. Il n'y avait pas eu des combats en son temps pour le congé maternité, il est vraisemblable que les hommes ne bénéficieraient pas aujourd'hui du congé paternité. Et donc finalement, le combat que font les hommes et les femmes pour l'égalité professionnelle, c'est un combat sur lequel tant les femmes que les hommes sont gagnants sur la distance. Et c'est pour ça aussi que la Caisse régionale s'est engagée en 2019 sur la charte de la diversité. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent s'engager
autour de cette charte de la diversité. Elle repose sur 7 grands principes. Elle permet d'engager l'ensemble des salariés autour de cet objectif, qui est celui de la diversité et de la lutte contre la discrimination. Et c'est aussi un lieu d'échange et de partage entre les différentes entreprises qui sont adhérentes. Peut-être la chance que vous pouvez avoir par rapport à des entreprises, des fois de taille plus significative, c'est que pour ce qui concerne les entreprises un peu plus importantes, le cadre réglementaire vient nous contraindre. Vous le voyez, tout ce qui concerne l'égalité professionnelle, c'est d'abord la loi Copé-Zimmermann en 2011. Donc là, ça a été déjà de mettre des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Ensuite, il y a eu une loi en 2018 sur l'index appelé index mixité, qui vise à travers 5 indicateurs à mesurer dans l'entreprise quels sont éventuellement les sujets de discrimination entre les femmes et les hommes. En 2021, le texte de loi est en cours de validation. C'est après les conseils d'administration, les comités de direction qui doivent respecter un principe de féminisation des comités de direction. Et puis enfin, toujours en 2021, un projet qui vise à ce que les contraintes ou les préconisations qui sont mises au secteur privé puissent être étendues au secteur public. Tout ça, bien évidemment, ça s'assortit d'un certain nombre de contraintes, d'amendes auxquelles les entreprises peuvent être soumises. Donc, pour des entreprises telles que nous, ce sont des contraintes réglementaires, mais bien évidemment, l'objectif de l'entreprise, et c'était notre cas avant même la sortie de ces textes de loi, c'est de commencer à avancer. Ça prend du temps. La mise en mouvement, elle est importante et elle nécessite quelques années. Et donc, ne pas attendre les contraintes réglementaires pour se mettre en mouvement. Je voulais l'illustrer pour des entreprises qui ne sont pas nécessairement sous contrainte de l'index mixité, mais qui voudraient finalement essayer de créer une culture de l'égalité professionnelle dans l'entreprise et d'aller chercher les performances que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit performances vis-à-vis des salariés. Rappelez-vous des chiffres que j'évoquais tout à l'heure sur le taux d'engagement des salariés, sur le taux de fidélité, mais également de performances commerciales avec la fidélité client, et puis de performances financières, ce qu'on avait sur notamment l'évolution positive des marges opérationnelles. Aujourd'hui, tous les ans, nous sortons l'index mixité. Cet index, il est sur une base 100, et toutes les entreprises qui sont soumises à cet index commencent à avoir des problèmes dès lors que la note qu'elles ont en fin d'année est inférieure à 75%. Ces 5 indicateurs, bon, depuis 2 ans, la Caisse régionale de crédit agricole est à 93%. Et vous voyez, finalement, il y a 5 indicateurs qui sont suivis. Il y a d'abord un indicateur sur l'écart de rémunération de base, rémunération variable et prime éventuelle. Y a-t-il des écarts entre le salaire des hommes et des femmes dans l'entreprise? Pour ce qui concerne le crédit agricole, quelle que soit l'ancienneté et quels que soient les postes, nous avons moins de 2% d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc, ça veut dire que nous avons dans l'indice 40 points sur cet indice. Deuxième élément qui est suivi, c'est l'écart de répartition des augmentations individuelles. Tous les ans, combien j'ai augmenté de femmes, combien j'ai augmenté d'hommes, et est-ce que je suis en train de creuser les écarts ou de les réduire dans ce principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Troisième axe, qui n'est pas nécessairement lié à de l'argent, mais qui est plutôt un autre signe de reconnaissance, qui est celui de la promotion. Est-ce que tous les ans, en termes de promotion, j'ai fait plus de promotions de femmes ou d'hommes? Si oui, sur quel type de métier? Et y a-t-il des métiers où les femmes sont sous-représentées et sur lesquels il faut que j'incite à augmenter, je dirais, la part des femmes et notamment dans les fonctions les plus élevées dans les organisations. Pourcentage de femmes augmenté à leur retour de congé maternité, je l'évoquais tout à l'heure, dans certaines entreprises,
pas aujourd'hui autour du téléphone ou de la caméra, mais quand une femme annonce qu'elle est en congé maternité, enfin qu'elle est enceinte, l'année où elle l'annonce, bah, vraisemblablement, elle ne va pas avoir d'augmentation puisqu'on sait qu'elle va partir l'année d'après. L'année suivante, elle est en congé maternité, donc elle n'a pas d'augmentation. Et quand elle rentre de son congé maternité, comme elle était absente l'année dernière, on ne va quand même pas lui donner une augmentation. Et donc, on a pu observer dans un certain nombre d'entreprises qu'à l'occasion d'un congé maternité, eh bien, pendant 3 ans, ça veut dire 0 augmentation. On imagine bien que pour la personne qui est concernée, que ce soit une femme ou un homme, se dire que pendant 3 ans, je n'ai pas d'augmentation pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça mérite une explication. Et cet index, il vise systématiquement à ce que les femmes qui rentrent de congé maternité puissent systématiquement avoir une reconnaissance, donc une augmentation à leur retour de congé maternité. On n'est pas en train de dire qu'elles étaient en arrêt maladie, elles ne se sont pas défilées de leurs tâches professionnelles, elles ont juste fait leur devoir de citoyenne pour préparer nos retraites de demain. Et donc l'indicateur, eh bien, il suit le fait que l'entreprise soit en capacité, à chacun des retours de congé maternité, de pouvoir reconnaître à travers une augmentation l'absence pendant le congé maternité. Et puis enfin, dans la pyramide des fonctions, alors selon les entreprises, entre les ouvriers qualifiés, les agents, les cadres supérieurs, les cadres dirigeants, il y a une forme de pyramide qui fait que plus on augmente dans ces strates, et moins on retrouve de femmes. Et comme de temps en temps les fonctions vont avec la rémunération, eh bien ce que l'on suit, c'est là également quelle est la part de femmes dans les 10 plus grosses rémunérations de l'entreprise. Voilà, et donc ça, c'est à la fois calculé par les entreprises de plus de 250 salariés et c'est publié sur le site internet, c'est obligatoire, il y a publication. Donc là, ça vous donne, je dirais, quelques indicateurs que chacun à son niveau, pour envoyer un signal à l'ensemble de ses salariés, pour engager une dynamique, peut déjà utiliser, quand bien même il ne serait pas soumis à cette réglementation. Après, vous avez d'autres indicateurs qui sont des indicateurs peut-être un peu plus simples. Alors, j'essaye de passer la planche suivante. Ah, du coup, j'en ai passé 3. Non, voilà. Alors, d'autres éléments de mesure qui sont possibles, c'est en fonction de ce que j'évoquais tout à l'heure sur les types de classification, c'est bien d'avoir parmi les ouvriers 50% de femmes, 50% d'hommes. Par contre, si on constate que dans le comité de direction, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes, il faut s'interroger sur l'origine de cet écart. Quand sur le bas de la pyramide, je suis à 50% et que sur le haut de la pyramide, je suis à 80-20, j'ai un problème. Et donc, ce que l'entreprise peut faire, c'est suivre, selon les classifications de l'emploi dans l'entreprise, selon les typologies de métiers, voire l'ancienneté, quelle est la part des femmes. Vous le voyez, je l'ai mis entre parenthèses, au Crédit Agricole, on a 63% de femmes au global au sein de la Caisse régionale de la Réunion. Ce qui est important également, c'est de regarder de manière dynamique. C'est quelles sont les entrées-sorties. Est-ce que j'ai plus d'hommes ou plus de femmes qui quittent l'entreprise? Est-ce que j'ai plus de femmes ou plus d'hommes qui rejoignent l'entreprise? Ça fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la dimension de recrutement. Là, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on est sur un solde positif de +8. Ça veut dire qu'à aujourd'hui, j'ai plus de femmes qui rejoignent l'entreprise que d'hommes. Donc, je suis sur une dynamique où je suis à peu près, pas tout à fait, dans le 60-40, je suis dans le 63-37. Bien évidemment, la pyramide des âges a son importance.
là encore, si on observe sur longue période, avec les maternités, avec également la période de départ en retraite, l'espérance de vie n'est pas la même non plus pour les femmes et les hommes. Et donc, ça veut dire qu'il est important de suivre cette répartition par pyramide des âges. Est-ce que les salariés de moins de 30 ans, de 30 à 50 ans, de plus de 50 ans, je retrouve ces équilibres? Les recrutements, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis enfin, des indicateurs également sur les formations dont ont été bénéficiaires, tant les femmes que les hommes, au cours de l'année écoulée. Mais pas que. C'est aussi de mesurer la satisfaction. Parce que dans certains cas, on peut constater que les hommes et les femmes suivent les mêmes formations, mais que le niveau de satisfaction sur la formation n'est pas du tout le même et ne répond pas du tout aux mêmes attentes pour les hommes comme pour les femmes. Donc, il faut qu'on soit aussi en capacité de mesurer cet écart de satisfaction. Il y a un petit graphique que je vous ai mis en dessous, c'est ce qu'on appelle la gueule du crocodile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gueule du crocodile? Si vous prenez la partie la plus à gauche, tout en bas, vous voyez des numéros 4, 5, 6 jusqu'à 16. C'est-à-dire que quand je suis à 16, je suis sur des statuts de cadre supérieur dans l'entreprise. Quand je suis au contraire 4, je suis sur les statuts les plus bas au niveau de l'entreprise, ce qui correspondrait, je dirais, à un ouvrier non qualifié dans une entreprise industrielle, par exemple. Et les deux courbes, elles visent à mesurer quel est l'écart entre les hommes et les femmes en fonction des classifications. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça la gueule du crocodile? Parce que très souvent, la gueule du crocodile, elle s'ouvre. C'est-à-dire que je suis dans beaucoup d'entreprises, je suis plutôt à 50-50 équilibre homme-femme sur les postes les moins rémunérés ou les postes de bas de pyramide. Et plus on monte vers des postes de responsables d'équipe, de cadre de direction, cadre dirigeant, plus cet écart augmente. Ce n'est pas notre cas, puisque vous voyez que sur ce qui correspond au cadre et cadre supérieur, donc sur la partie droite du graphique, on est sur les positions 13 à 16 qui correspondent à cette classification. On est strictement sur un équilibre, 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, on se plaît à penser, mais il faudra interroger toutes les femmes du Crédit Agricole pour savoir si c'est une vérité, mais en tout cas, on se plaît à penser qu'il y a des chances identiques quand on rejoint le Crédit Agricole, qu'on soit une femme ou un homme, et qu'on est à un équilibre qui nous permet de pouvoir viser de la performance telle qu'on l'évoquait tout à l'heure. Voilà un peu sur quelques indicateurs. Maintenant, je propose de passer la parole à Agnès, qui va vous donner quelques éléments sur vie personnelle, vie professionnelle. Alors, en termes d'illustration et d'articulation de ce qu'il est possible de réaliser, et en tout cas ce que le Crédit Agricole de La Réunion organise pour soutenir justement ce passage à la parentalité et garder des conditions de travail satisfaisantes. Vous avez ici un certain nombre d'exemples de dispositifs qui ont été mis en place par la Caisse régionale qui viennent accompagner ce moment de vie pour permettre aussi un retour dans le cadre professionnel qui ne crée pas ces fameux décalages qui peuvent exister dans d'autres endroits. Donc, on a notamment un exemple, un partenariat qui existe avec les structures Crescengo qui viennent réserver des places en crèche ou qui viennent, quand ce n'est pas possible, en fonction du lieu d'habitation, fournir des chèques CESU pour pouvoir justement faciliter l'accès aux crèches et aux garderies. Donc, on a un grand nombre de sollicitations et de collaborateurs de la Caisse régionale qui bénéficient de ce partenariat et qui facilitent du coup ensuite le retour au travail serein. On a les accès au temps partiel, donc 100% des demandes qui ont été formulées en 2020 ont été acceptées. Donc, il y a vraiment une écoute sur ce moment de vie. On a des dispositifs de micro-dons
donc soit de rompus de salaire, soit de dons de jours de solidarité, donc avec un appel au volontariat qui est fait au sein de l'entreprise et des salariés qui se mobilisent et qui, vous avez les chiffres pour notre caisse régionale, qui acceptent de donner à un fonds commun qui va pouvoir être utilisé quand on a un moment de vie difficile, quand on doit être en situation d'aidance d'une personne, quand on a des étapes à passer, de pouvoir bénéficier de dons de jours de solidarité pour être présent dans ces moments-là. On a un dispositif Prof Express, donc là également du côté de la parentalité, pour pouvoir aider les parents qui doivent en même temps faire face à l'activité professionnelle et au maintien du niveau scolaire des enfants. Donc, on a tout ce partenariat qui permet à 159 enfants de bénéficier de Prof Express à la caisse régionale. Et puis, tout un dispositif de mentorat, d'événements et de conférences qu'on organise et qui peuvent s'organiser sur ces thématiques et de partenariat également. Voilà, de manière très synthétique. Merci Agnès. Alors, en parlant de partenariat, je l'évoquais tout à l'heure, nul n'est expert en ce domaine et il faut surtout avoir une approche extrêmement modeste parce que c'est long de changer une culture sur ces sujets-là et c'est très ancré de temps en temps dans l'esprit collectif. Et ce qu'on a voulu au niveau de la caisse régionale, c'est de créer une dynamique participative. L'année dernière, en partenariat avec Total Réunion, avec Sodiparc et Antenne Réunion, plus le Crédit Agricole, donc à 4 entreprises, on a décidé de poser ce sujet de l'égalité professionnelle et on a décidé finalement d'être 4 membres fondateurs d'une association. Donc on a créé une association dont la thématique est l'égalité professionnelle. Cette association, elle vise à répondre à 3 grands objectifs qui sont à la fois d'en faire un peu ce qu'on pourrait appeler un think tank RH, c'est-à-dire un lieu de rencontre des DRH de plusieurs entreprises pour partager sur les difficultés rencontrées, pour pouvoir trouver collectivement des solutions, ou tout au moins en proposer. Il y a également toute une brique sur le domaine de l'expertise, puisque là, pour le coup, dans cette association, nous avons un expert du domaine qui, depuis une quinzaine d'années, travaille sur ces sujets de l'égalité professionnelle. Et puis enfin également d'en faire un observatoire pour faire progresser collectivement les connaissances, pour aussi ensemble rédiger un livre blanc. Alors ça, c'était en fin d'année 2020. Vous voyez, on a créé depuis fin 2020, avec ces 4 entreprises, on a créé un site internet et puis on a souhaité solliciter un certain nombre d'acteurs du territoire pour voir s'ils étaient intéressés, avec toujours cet objectif, on est dans de l'inclusion, donc c'est qui veut rejoindre une forme de réseau d'entreprises, qui veut partager des expériences avec nous, comment est-ce qu'on fait progresser la sensibilisation des publics, que ce soit des entreprises et de leurs salariés, trouver ensemble des solutions, créer des outils, et puis aussi faire travailler ensemble les équipes RH pour que collectivement, on arrive à faire monter en compétences les équipes RH qui n'ont pas forcément d'une entreprise à l'autre les mêmes courbes d'expérience. Et puis après, il peut y avoir des rôles de représentation ou de création d'événements, par exemple. Donc voilà un peu quelle est la dimension. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un regroupement d'entreprises toutes de taille significative et toutes du même secteur d'activité. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais aujourd'hui, en quelques mois, nous avons 40 entreprises réunionnaises qui nous ont rejoints. On a donc créé 4 cercles de DRH qui se réunissent régulièrement, un cercle de dirigeants, donc où les dirigeants des entreprises se retrouvent également autour de cette thématique, donc 5 cercles qui se réunissent périodiquement avec chaque fois un DRH, un dirigeant qui apporte une problématique et collectivement les autres qui travaillent sur les solutions. Plus un certain nombre de travaux autour de la gestion des stéréotypes, autour également de toute la dimension sur la mixité des métiers. J'évoquais tout à l'heure le fait que Sodiparc est présent chez nous. Un chauffeur de bus,
Est-il nécessairement un homme? Est-il nécessairement une femme? Est-ce que les femmes réussissent aussi bien que les hommes sur ce métier-là? Les assureurs vous diraient que les femmes sont moins accidentogènes et donc qu'il vaut mieux avoir des femmes comme chauffeurs de bus. Donc, il y a une dimension autour de la mixité des métiers. Il y a tout ce qui concerne la gestion des talents, le leadership au féminin, et puis aussi, quand on est dans une entreprise qui n'a pas encore engagé cette démarche, eh bien, comment en termes de communication, comment en termes d'ouverture dans le dialogue, petit à petit, je fais rentrer ce sujet de l'égalité professionnelle dans le quotidien des collaborateurs. Et puis, une autre dimension qui est, si on veut, à 20 ans, à 30 ans, faire évoluer un peu les comportements, ça passe aussi par l'éducation et ça passe aussi par l'insertion des jeunes dans ces thèmes de réflexion. Et donc, on a des ateliers aussi autour de la jeunesse. Voilà, pour vous donner une forme de cartographie. Donc, vous voyez là une partie des entreprises qui aujourd'hui ont rejoint cette association tous les heures et donc qui se réunissent périodiquement. Vous voyez, c'est assez diversifié en termes de taille d'entreprise, de secteur d'activité. Et on a des entreprises qui nous ont rejoints, qui font 10-15 salariés, pas plus. Bien évidemment, notre objectif, ce n'est pas demain d'avoir 250 entreprises, mais c'est dans le courant de l'année 2022 de continuer à s'enrichir, à la fois à travers des entreprises qui vont venir nous amener des problématiques et donc qui n'ont pas forcément encore la courbe d'expérience, ou des entreprises qui vont nous rejoindre en disant « moi, j'ai des bonnes pratiques chez moi et j'aimerais bien les partager ». Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous autour de ce sujet de l'égalité professionnelle, à la fois sur la dimension qui est la dimension humaine, de gestion des salariés, de gestion des équipes, à la fois sur cette dimension de performance, à la fois dans la performance commerciale, dans la performance RH et dans la performance financière, et puis d'essayer de modestement vous pousser quelques idées d'indicateurs qu'on peut collectivement les uns ou les autres suivre. Et puis après, à travers les réseaux sociaux ou à travers des associations qui peuvent exister, c'est aussi que vous puissiez vous créer un réseau pour voir ce qui se fait à travers différentes structures existantes. Voilà en quelques mots, en ayant à peu près respecté le timing, ce que je voulais partager avec vous, et je suis prêt, nous sommes prêts à répondre aux questions. Alors, il y a une question, pourrait-on élargir ces démarches en mixant les couleurs, les religions dans les entreprises pour construire de façon visible le vivre ensemble, travailler ensemble, partager ensemble des projets communs? Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Enfin, le sujet de la diversité, je l'évoquais un peu en introduction, il est extrêmement large, c'est-à-dire qu'il touche la non-discrimination entre les jeunes et les moins jeunes dans l'entreprise, le handicap, la couleur, la religion, etc. Bien évidemment, tous ces sujets, ils sont embarqués dans la vie de l'entreprise. Le choix qui a été fait aujourd'hui était plutôt de se focaliser sur le sujet de l'égalité professionnelle homme-femme, mais bien évidemment, le sujet est plus vaste. Comment encouragez-vous? Alors, comment encouragez-vous? Je vais vous dire très honnêtement, ce sujet-là, LGBT, c'est un sujet qu'aujourd'hui, nous, Crédit Agricole de La Réunion, on n'a pas embarqué. J'ai découvert un chiffre de manière relativement récente. Le saviez-vous? 7% de la population mondiale fait partie de cette catégorie LGBT. 7%. Moi, j'ai le sentiment qu'autour de moi, je ne connais pas 7% de personnes qui sont dans cette communauté LGBT. Si je le transpose à la caisse régionale, avec 900 salariés, ça veut dire que peu ou prou, j'ai peut-être parmi mes 900 salariés une soixantaine de collaborateurs qui sont peut-être en souffrance par le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'initiatives en la matière. Il y a des entreprises qui sont très pointues dans ce domaine-là. J'évoquais notamment Sodexo qui a engagé des travaux à la fois sur la mixité, mais aussi sur les sujets LGBT depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années. Je pense qu'il nous faut des courbes d'amélioration
Et vous avez bien fait de poser la question. Ça fait partie des sujets qu'on a encore sur la table et qu'il va falloir qu'on commence à travailler. Est-ce qu'on a d'autres questions à distance, du coup? Ou c'était le cas? C'était très clair dans l'exposé? Vous pouvez prendre la parole aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par le chat. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Bon, on n'a pas de questions, donc c'était très... Moi, j'avais peut-être une question sur les indicateurs que tu présentais. Donc là, il y a la vision un peu, on va dire, analytique de tout ce qui est mesuré. Comment est-ce que vous mesurez ça sur le terrain? Est-ce que dans le ressenti des gens, dans l'entreprise, déjà, est-ce que ces indicateurs sont communiqués en interne? Oui, j'imagine. Ouais. Et est-ce que, de manière complémentaire, il y a des... Vous avez capté des choses de l'ordre qualitatif, en fait, sur comment les gens en fait, se sentent dans l'entreprise inclus de cette manière-là? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je l'évoquais, hein, il y a un accord d'égalité professionnelle. Donc, quand on en fait la restitution à nos élus, CSSCT, CSE, bien évidemment, c'est un rapport qui fait une 60aine de pages, où tous les ans, on fait la restitution. Ce rapport, il a vocation, bien évidemment, à être communiqué. Il est disponible pour l'ensemble des salariés. Ce que j'indiquais également sur le sujet de la mixité est également quelque chose qui est communiqué dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise, puisque c'est sur notre site Internet. Et puis ensuite, il y a des éléments qui sont des capteurs. On a une commission qualité de vie au travail, où là, on est beaucoup plus sur la dimension que tu évoques, Yannick, cette dimension du qualitatif. Aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant quand on propose 20 berceaux à nos collaboratrices qui vont être bientôt de jeunes mamans? Est-ce que ce qu'on met en place au niveau des CESU pour aider à la maison, est-ce que c'est suffisant? Voilà, il y a tous ces dispositifs. Et puis, le point d'attention que l'on a, c'est aussi un point d'attention autour de la formation. Parce que je le disais, il y a souvent une forme de frein. Les hommes, c'est tous des Superman. Et même pas peur. Il faut être directeur général de Rhône Poulenc, je postule demain. Les femmes ont toujours cette réserve. Elles vont prendre beaucoup plus, je généralise bien évidemment, pardonnez-moi, mais les femmes vont être plus prudentes, plus mesurées, et elles vont vouloir, si elles postulent, elles attendent d'être retenues et elles attendent que si elles ont le poste, elles n'ont pas droit à l'échec. Elles veulent 120% des objectifs. Et donc, il faut qu'on identifie, il faut qu'on partage avec les femmes. C'est pour ça aussi qu'on met en place des programmes de mentorat pour aider les femmes à devenir plus téméraires, à devenir un peu superwoman et à rentrer dans une part de risque. Mais c'est souvent plus difficile parce que quand on a la responsabilité de la gestion de la maison, de la gestion des enfants, si en plus je dois prendre des risques dans mon activité professionnelle, j'ai l'impression d'être entouré que de risques et d'assez peu d'opportunités. Et donc, il faut que le monde de l'entreprise soit un monde où on soit plutôt dans la rassurance pour les femmes. Donc, cette dimension qualitative est importante. Alors, moi, je vais parler encore un peu. Je vais essayer d'être moins bavarde, vais-je dire. Moi qui suis une femme et qui rencontre beaucoup de femmes aujourd'hui au travail, je crois qu'à un moment, effectivement, les choses ont quand même basculé. Elles ont envie de faire une carrière, elles ont envie d'avoir un vrai job et elles ont envie également de se lancer si il y a une attraction. Et d'après ce que j'ai pu comprendre chez vous, alors il y a une égalité qui me semble aujourd'hui au niveau salarial, hein, hommes-femmes. Il y a quand même énormément de choses qui sont faites pour les gens à l'extérieur, j'entends. Hein, moi, je travaille à l'école de gestion et de commerce, je veux dire qu'on a plein de jeunes, et notamment des femmes, qui sont très soucieuses de savoir précisément et ma vie personnelle.
Et ça, c'est quelque chose que moi, je vais peut-être, dans le cadre de mes cours, leur apporter. Merci infiniment. En leur disant, vous savez, il y a des organisations pour lesquelles, systématiquement, il y a vraiment tout un plan qui était organisé avec, en tenant compte de la vie tout simplement d'un être humain qui est une femme. Et merci. Alors, ça m'a enrichi à ce niveau-là. Et c'est vrai aussi que ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est le côté positif de la chose et le côté enthousiaste. C'est-à-dire que systématiquement, on a tendance dans le travail, à ce moment-là, quand on sort d'une organisation, se dire « Eh bien oui, mais tu sais, tu vas travailler, tu vas voir, c'est pénible, ça ne va pas, etc. etc. » Et puis voilà. Et il y a également ce que l'on appelle ce rapport d'âge. Nous, on a des très jeunes comme ça, mais moi, enfin, et puis il y a des seniors, et où là, on a l'impression qu'on est largué. Vous voyez, moi, j'ai tout mon temps et pourtant, à 3 fois 20 ans plus 8, eh ben, je suis très contente de faire progresser les gens, de travailler l'enthousiasme en action et d'apporter ce qu'on appelle effectivement le carburant. Parce que c'est vraiment ça, le carburant. Quelle que soit la Ferrari, si tu n'as pas d'essence, ça ne part pas. Et c'est donner envie. Et c'est vraiment ce pourquoi moi, j'ai toujours œuvré, travaillé et que je travaille dans les organisations pour donner envie. Et on peut emmener des gens comme ça, tout simplement parce que c'est cet enthousiasme-là qu'on va déclencher. Bref, j'ai beaucoup appris. Je vous remercie infiniment. Je vais juste rebondir. Je pense que ce qui est super important, c'est qu'on n'est pas en train de se dire qu'il y a les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. C'est super important parce que là, on a parlé un peu de temps en temps du plafond de verre pour les femmes. Le plafond de verre qui peut de temps en temps faire que dans des postes à responsabilité, il y a moins de femmes que d'hommes. Mais il y a aussi un concept qui existe, qui est le plancher de verre pour les hommes. Le plancher de verre, c'est quoi ? Je prends mon exemple. Je suis un homme, je suis directeur général adjoint de la caisse régionale. Si je vais voir mon chef pour lui dire « j'aimerais bien passer en 4/5e », d'abord, culturellement, dans la tête des hommes, il y en a très peu qui vont oser aller demander à leur chef un temps partiel. C'est une forme de plancher de verre. Et même si j'avais le courage de lui poser la question et que j'en avais envie, il y a 9 chances sur 10 que culturellement, il me réponde non. À l'inverse, si le directeur général adjoint était une femme, elle n'hésiterait pas à lui poser la question et il y a 9 chances sur 10 pour qu'il lui dise oui. Donc, ça veut dire que de manière symétrique, hommes et femmes, même combat. C'est juste l'angle de vue qui est un peu différent, mais on travaille bien sur un sujet qui est exactement le même. Et on est bénéficiaires les uns et les autres si on s'attaque au sujet. Alors, parmi nos adhérents, on a aussi des entreprises de taille plus modeste. Justement, c'est l'objet de la question. Comment amener finalement les petites entreprises à adopter ce type de démarche au-delà des aspects réglementaires, justement. Je ne sais pas si parmi les signataires du Manifest Together ou les adhérents, pardon, il y a peut-être des entreprises avec des retours d'expérience sur des pratiques. Il y a des petites entreprises, il y a des entreprises qui font moins de 15 salariés là dans la liste. Faut oublier effectivement pour les petites entreprises le côté réglementaire. Mais par contre, il faut pour les chefs d'entreprise se dire, tiens, si déjà pour moi, chef d'entreprise, et éventuellement pour travailler avec mes 2-3 cadres de proximité, c'est quoi les 2 ou 3 statistiques quantitatives et qualitatives qu'on pourrait commencer à travailler en chambre, entre nous, déjà pour essayer de faire ensemble une forme de diagnostic culturel de l'entreprise sur comment est-ce que nos équipes, nos 10-15 salariés vivent ce sujet. C'est déjà une première étape. Et ensuite, si vous vous sentez, si les 2-3 dirigeants, enfin les 2-3 personnes clés dans l'entreprise se sentent confortables sur le sujet, à ce moment-là, petit à petit, de commencer à le partager avec les salariés, de faire ça plutôt sous la forme d'ateliers collaboratifs, c'est-à-dire qu'il faut plutôt poser la thématique au milieu de la table et dire comment on peut ensemble trouver des solutions et faire s'exprimer chacun des collaborateurs sur le sujet. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Vous prenez un macho italien
il n'a pas du tout la même sensibilité sur le sujet que quelqu'un qui est un Suédois ou un Norvégien. Donc, il y a une dimension culturelle qui est extrêmement forte. Donc, moi, je vous encourage déjà à le travailler, à vous identifier un ou deux indicateurs, à le travailler un peu, à les identifier, à les suivre pendant quelques mois dans l'entreprise, mais en cercle restreint, et puis ensuite de le faire sous forme d'ateliers collaboratifs, et puis peut-être aussi d'aller chercher de l'expertise. Pourquoi pas, peut-être certains viendront gratter à la porte demain et diront bah, « moi, ça m'intéresse de rejoindre Together ». Pourquoi pas? Alors moi, je veux bien témoigner parce que justement, je suis dans le cas des petites entreprises. Moi, j'ai une boîte, on est 7 dans l'entreprise, avec une mixité quasiment parfaite, puisqu'on a quasiment autant d'hommes que femmes, autant que c'est possible avec cette personne. Et sur les choses qu'on peut faire, donc il y a le télétravail qui est ouvert aussi bien sur les hommes que pour les femmes. Et moi, j'ai rajouté une clause supplémentaire, c'est que le télétravail est ouvert s'il y a une problématique de santé pour un enfant, aussi bien si c'est un homme que si c'est une femme. Et je peux témoigner d'une expérience qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. J'ai un consultant, donc homme, qui m'a appelé en disant, on était dimanche, mon petit garçon est malade, est-ce que pour demain c'est OK si je fais du télétravail? J'ai fait, mais c'est marqué dans ton contrat, tu n'as même pas besoin de me demander. Donc voilà ce qu'on peut faire aussi dans des exemples de petites boîtes, sans aller jusqu'à la crèche, etc. Parce que là, je sais que c'est compliqué, ou les chèques CESU, parce qu'on n'a pas forcément les moyens du Crédit Agricole. mais par contre, on peut être créatif. Mais je partage, c'est la flexibilité. Comment est-ce qu'on peut offrir plus de flexibilité aux salariés? Et on oublie, 20% des salariés sont en situation d'aidance. Ça veut dire que dans nos entreprises, on a 20% des salariés qui, en dehors de leur activité professionnelle, de la gestion de leur maison, de la gestion de leurs enfants, ont aussi la gestion d'une personne âgée, d'une personne handicapée ou d'une personne malade. 20%. Qui c'est qui les identifie, ces gens-là? Personne. Et moi, je partage votre initiative. C'est des choses que l'on fait. On a fait pas mal de choses aussi sur le thème de l'aidance en entreprise. Des fois, la clé d'entrée, ça a été le sujet des femmes. Et en tirant le sujet des femmes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le sujet des enfants, il y avait le sujet de la grand-mère, il y avait le sujet du conjoint par moment qui était malade ou en situation de handicap. Et du coup, ça vise à dire, mais ne prenons pas le sujet par le petit bout, essayons de le traiter plus globalement. Excusez-moi. Oui, allez-y, on vous écoute. Je me permets de retémoigner. Moi aussi, je parle beaucoup. Mais dans cette dynamique aussi de télétravail, de l'ouverture au télétravail, il y a aussi la question en fait d'horaire. En fait, de laisser la possibilité quand c'est possible, quand on parle de vraiment de travail de bureau où on n'a pas de relation clientèle, par exemple, c'est de laisser aussi, par exemple, la possibilité de travailler le soir. Je sais que je suis maman très impliquée dans mon travail et la possibilité éventuellement de moduler mes horaires en fonction de mes impératifs, c'est une chose qui me permet en fait de m'adapter aussi, d'adapter mon travail et ma vie professionnelle. Donc, par exemple, quand je vais avoir un de mes enfants qui va être malade ou je vais avoir un impératif auquel je ne peux pas échapper, je rattrape mes heures, je fais mes heures de travail le soir pour les tâches qui sont possibles. Et c'est vrai que c'est vraiment une manière ça offre une très grande liberté que je n'ai pas retrouvée dans d'autres emplois, par exemple. Voilà. Ouais, les horaires flexibles, avec flexibilité, c'est exactement ça. Et c'est vrai aussi pour les jeunes. On n'est pas assez courageux en entreprise. On a des jeunes qui, pendant leurs études, ont l'habitude de fonctionner, ils font leurs devoirs ou ils font leurs travaux entre 11h le soir et 3h du matin. Ils lancent sur les réseaux sociaux, j'ai un sujet sur ma thèse, c'est ça. Ils envoient ça sur leurs réseaux sociaux et entre 23h et 3h du matin, ils récupèrent les données des copains, machin, etc., avec une bière à côté de l'ordinateur, je caricature un peu, ils bossent. Et du jour au lendemain, on les fait rentrer dans la vie professionnelle en leur disant « Pépère, maintenant, à 8h30, tu es là, à 12h30, tu vas manger, à 13h30, tu as repris le boulot jusqu'à 17h30. » Si on faisait l'expérience de dire à des jeunes « Écoute, voilà ce que c'est ton job, si tu as envie de démarrer à 11h le matin, je m'en fous, l'essentiel, c'est que le taf soit fait à la fin de la semaine. » Je pense qu'on serait plus efficace et qu'on aurait des salariés qui seraient beaucoup plus heureux.
Et c'est important parce qu'il y a des métiers, je pense notamment dans des métiers comme la technologie, tout ce qui est nouvelle technologie, où les femmes et les hommes sont sur un pied d'égalité, puisque c'est des choses qui sont nouvelles. Et là, on a besoin de femmes qui viennent rejoindre la tech. Et il faut laisser cette liberté. Mais il faut que les chefs d'entreprise, on soit aussi un peu plus aventureux. Il faut qu'on aille sur des chantiers, sur des sentiers, on n'a pas trop l'habitude. Je vais reprendre ma casquette de président de la commission sociale. Il y a aussi un cadre réglementaire qui est quand même hyper strict en France, qui pose ses contraintes. Vous parliez de 11 heures du soir, on tombe en horaire de nuit. On est sur la problématique du contrôle de la durée du travail de l'employeur. Donc, c'est une gymnastique en France. Ouais, il faut tant que le travail sera rémunéré en heures, hein, finalement, c'est ça, le rapport au travail. Ça reste ce qu'il faudrait faire. Mais ça reste dans des contraintes réglementaires. Dans une logique collective aussi. Il faut que cette souplesse individuelle, elle ne vient pas aussi en détriment de ça. La loi, à l'inverse, précise qu'il y a des cadres qui sont des cadres au forfait. Ouais. Pour autant, est-ce que les cadres au forfait ont vraiment cette flexibilité ? Non, le cadre au forfait, peu ou prou. Mais il n'y a pas des vrais forfaits. Normalement, ils ont l'autonomie. Je dis ça, je dis rien. Pour rejoindre, si je peux intervenir, c'est vrai que la notion de travail à la tâche, c'est quelque chose qui est super important. C'est vrai que moi, dans mon expérience professionnelle, il y a une dizaine d'années, je travaillais dans toutes les structures dans lesquelles j'ai travaillé, j'essaie toujours d'apporter ça. C'est vrai que j'ai un besoin d'autonomie dans mon travail et surtout de pouvoir l'échelonner comme je l'entends. Et j'ai toujours essayé de faire comprendre à mes supérieurs, j'ai un travail à faire, tu me donnes les points d'étape, mais après, laisse-moi tranquille, ça sera fait. Et bon, j'ai bataillé, mais petit à petit, avec l'âge, avec l'expérience, effectivement, on ose. Et j'ai osé. Et maintenant, la structure pour laquelle je travaille, NQT, que je vous présenterai tout à l'heure, fonctionne vraiment comme ça. Je travaille à la tâche. J'ai une chose à faire pour la semaine ou pour le mois, des objectifs, à moi de m'organiser comme je veux. Et quelque part, je me rends compte qu'au final, je travaille peut-être plus que quand j'avais les horaires fixes. Parce que je le fais quand j'en ai envie et de manière vraiment consentie et décidée. Et là, on est pris par la passion et pas par la contrainte. Absolument. OK. Et justement, pardon, excusez-moi. Non, mais je veux dire, voilà, justement, effectivement, pour reprendre ce que disait monsieur, c'est-à-dire que, par exemple, en tant que femme ou en tant que mère, ou c'est pareil pour en tant que père, j'entends, ou quelqu'un qui a d'autres impératifs que des enfants, les aidants, par exemple, qu'on mentionnait au préalable, parfois on est mis face au choix, en fait, soit pour un impératif d'une heure ou deux dans la journée, ou de 3 heures, je dis, en fait, on va devoir soit ne pas travailler de la journée, donc au final, pour l'entreprise, c'est une perte parce qu'il y a des tâches qui ne sont pas réalisées, soit de ne pas remplir cet impératif qu'on doit avoir. Donc, c'est effectivement peut-être qu'un des côtés, entre guillemets, mais avec de grosses guillemets, positifs de la crise qu'on vient de passer, c'est la perception du télétravail. C'est le fait de percevoir d'une manière différente le télétravail et la flexibilité des horaires. Et c'est vrai que là, pour le coup, il y a peut-être quelque chose à explorer pour nous en France et à adapter sur le niveau réglementaire. Je suis parfaitement d'accord avec vous. J'y rajouterai une dimension psychologique. C'est qu'aujourd'hui, sur ces sujets, par exemple, sur les aidants, c'est rare qu'un salarié dise à son patron ou à sa RH « Écoute, je m'occupe de ma vieille grand-mère qui est impotente et donc c'est pour ça que j'arriverai en retard le matin. » Ce que font les salariés, c'est quand ils ont le sentiment que le sujet n'est pas pris en compte, ils mentent. Le collaborateur est obligé de mentir. Il raconte qu'il est obligé d'aller faire une prise de sang, un examen médical, alors qu'en réalité, c'est pour s'occuper d'une personne âgée. Et quand on commence psychologiquement à mettre un cadre dans lequel, par la force des choses, le salarié est obligé de mentir parce qu'il n'est pas suffisamment en confiance, c'est quand même super inquiétant dans la relation entre l'entreprise et ses salariés si on ne peut pas se dire les choses, quoi. Et cette dimension psychologique est importante également. Apprendre aux salariés à parler à leur patron, à oser leur dire. Aujourd'hui, je sens que je ne vais pas être efficace, donc je vais rester chez moi. Demain, je reviendrai, je serai efficace. Après, pour finir, Parce que ça va être en fait, on a parlé beaucoup des salariés, mais il y a quand même un gros côté dirigeant.
Ouais. et bien notamment sûr. au niveau du MEDEF, etc. Et en fait, effectivement, que ce soit par exemple pour les problèmes de crèche, de réservation de berceau, moi j'ai des dirigeantes qui m'appellent et qui me disent comment ça se passe, est-ce que le MEDEF réserve des places de berceau pour les... Non, mais c'est une vraie question, hein, elles me posent cette question-là et je leur dis non, en fait, ça n'est pas prévu. Et puis même, c'est pas prévu dans la loi, etc. Il n'y a pas de dispositif au niveau de... parce que là, vous allez avoir 50% au niveau des crédits d'impôt, etc. Ça, c'est pas prévu pour des associations. Enfin, il y a beaucoup de choses, même pour les salariés aidants. On parle de salariés aidants, mais il y a aussi des dirigeants aidants qui, finalement, pour un dirigeant, des fois, c'est un peu difficile. Et tout cet accompagnement-là qui finalement se retrouve soit dans des grosses entreprises ou dans des plus petites entreprises ne se retrouve pas du côté du dirigeant. Donc, c'est quand même un sujet qui nous, en tout cas au MEDEF, nous concerne, sur lequel on essaye de travailler de manière à pouvoir évoluer et s'adapter à la société actuelle. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que vous disiez sur l'association que vous avez montée. Moi, j'ai mis plein de trucs en place social dans ma boîte parce que j'étais DRH de grands groupes et j'ai vu des choses qui fonctionnaient. Et ce qui est vraiment intéressant dans les ressources humaines, c'est vraiment tester, expérimenter, plutôt que de rester sur des peurs. On parlait de télétravail. Pourquoi le télétravail n'a pas plus avancé en France que ça? Parce qu'il y avait des peurs des dirigeants, des chefs d'entreprise. Si mon salarié est à la maison, il ne va pas bosser. L'effet Covid a eu pour effet de tester globalement et en nombre ce dispositif-là, et tout le monde s'est rendu compte que finalement, il y avait plein de côtés vertueux. Donc, après, comme tout dispositif à mesurer, mais il y avait plein de côtés vertueux, et du coup, on y va plus facilement. Vous parliez de l'égalité professionnelle, tout ce que vous avez mis en place, c'est pareil. En expérimentant, on se rend compte qu'en fait, il y a plus d'avantages que les inconvénients que je percevais au début. Faut tester. Faut tester. Mais par contre, il faut que la loi bouge aussi. Je prends l'exemple du télétravail. Situation vécue, j'ai un collaborateur qui a un chien, il est en télétravail, il se fait mordre par son chien alors qu'il est en télétravail. Par la loi, c'est considéré comme étant un accident du travail. J'ai un collaborateur qui se blesse dans son jardin pendant qu'il était en télétravail. La loi considère qu'il était dans son jardin, mais il était en télétravail. Donc, c'était son espace de travail. Donc, il est éligible à l'accident du travail. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut que la loi évolue pour aussi que les patrons ne se retrouvent pas dans des schémas de mise en responsabilité financière, voire pénale, dans des situations comme ça. Il y a aussi ce sujet-là. Là, on était sur un accident, mais ça peut être plus grave que ça. Absolument. Oui. Absolument. L'extension du document unique au lieu de résidence. En tout cas, merci Alors, beaucoup. c'est bien un thème RSE, par contre, on est à la limite du tout. Ok, merci pour tout. Donc, Merci. Continuation. Au départ, c'était une affaire de réglementation. Ça évolue petit à petit vers des convictions, en tout cas ceux qui sont en responsabilité d'agir sur ce sujet-là. Et puis, au début de la présentation, on a compris que c'était aussi une affaire de performance, finalement. Ouais. D'ailleurs, 2020 aura démontré, entre autres, ça. Donc, merci à Agnès Koumaïou de la Direction des ressources humaines et Didier Estelle, donc adjoint, directeur général adjoint de la Caisse régionale du Crédit Agricole. Et on enchaîne, du coup, d'ici une petite dizaine de minutes avec Thierry Laloy, qui va nous présenter le dispositif Nos quartiers ont du talent.